Bonjour Olivier Sanguy et merci de répondre à France 24. Vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Vous êtes donc en direct de Toulouse. Il est 11h12 à Kourou. Quelles sont les dernières nouvelles? Pas de retard, la météo est bonne? Écoutez, pour l'instant, comme on dit là-bas, tout est vert. Après, la météo peut être capricieuse, notamment quand on est près de l'équateur, mais on verra bien. Alors Ariane 6 va mettre en orbite un satellite français espion. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres éléments de ce qu'on a entendu dans le sujet de Ludovic de Foucault sur la mission? Ça sera du renseignement en priorité? Oui, clairement, c'est du renseignement. On observe la Terre, comme on le fait avec d'autres satellites, mais là, le but, c'est le renseignement et la défense. C'est ce qu'on appelait en effet autrefois des satellites espions. Il y en a 3, c'est composante spatiale optique. Voilà, donc il y en a un qui est un peu plus proche de la Terre, donc il fait des photos plus précises. Les deux, CSO1 et CSO3, sont plus pour le repérage, on va dire. Voilà, donc en fait, c'est un besoin, ils fonctionnent ensemble, si vous voulez. L'un ne remplace pas l'autre, ils sont tous complémentaires. Et c'est la première fois pour la France un tel lancement? Non, il y a déjà eu des satellites d'observation à but de défense, comme les Helios avant, c'était avec Ariane 5 notamment. Mais là, ce qui est intéressant, ça a d'ailleurs été très bien souligné dans votre reportage, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça intéresse le public à Cité de l'Espace, parce qu'on fait une retransmission en direct aujourd'hui, c'est que c'est le premier vol commercial, et aussi c'est un symbole comme quoi ce lanceur Ariane 6, comme avant Ariane 5 et avant les autres Ariane, c'est ce qu'on appelle un vecteur de souveraineté. C'est-à-dire si l'Europe et la France veulent envoyer leurs satellites sans avoir besoin d'autorisation même des alliés, eh bien on le fait par nous-mêmes, on n'a pas besoin des autres. Donc c'est un gage d'indépendance, parce que faire appel à des prestataires étrangers, ça comportait des risques? Ça comporte des risques, comme on l'a vu avec la situation géopolitique dernièrement, c'est-à-dire que ils peuvent dire non, désolé, on n'envoie pas votre satellite. Nous, on peut dire très bien, on le fait nous-mêmes. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, notamment dans le domaine spatial. Mais quand certains satellites étaient lancés par Soyouz, lanceur russe, avant la guerre en Ukraine, ça n'a pas posé de problème ou oui? Ça ne va pas te poser de problème parce qu'on avait un accord commercial avec la Russie sur le lanceur Soyouz, exploité d'ailleurs depuis le centre spatial guyanais. Mais là, on n'a plus ce partenariat pour les raisons qu'on connaît, mais on a Ariane 6 qui est plus modulaire qu'Ariane 5. C'est-à-dire Ariane 6 est en deux versions, Ariane 6.2 ou 62 et Ariane 6.4 ou 64. Et en gros, Ariane 6.2 peut faire ce que faisait le Soyouz. Vous pouvez nous dire ce qui va se passer à 17h24? Il y aura bien sûr le compte à rebours, puis la fusée va quitter le pas de tir de Kourou pour s'envoler dans l'espace? Voilà, exactement. Elle va être propulsée par ces deux propulseurs d'appoint latéraux qui donnent l'essentiel de la puissance au décollage. Il y aura le fameux Vulcain du premier étage aussi qui aide, puis on va larguer, ça va monter, il y aura le deuxième étage, on va enlever la coiffe, et au bout d'une heure environ de vol, le satellite CSO3 sera placé sur orbite, et là, ce sera le succès de la mission. Le placement sur orbite, c'est le principal défi? Le principal défi, c'est surtout de faire d'Ariane 6 un lanceur commercial très opérationnel. Là, on est au deuxième vol seulement. Le premier vol, c'est un vol inaugural. Là, c'est un vol payé, classiquement, je dirais. Techniquement, c'est l'Agence spatiale française CNES qui le fait pour le compte de la DGA, la Direction générale de l'armement. Et après, le but, c'est d'enchaîner les vols commerciaux. Vous savez, c'est la cadence. Il y a le défi, c'est vrai, chaque vol est un défi, mais après il y a un autre défi qui est celui de la cadence d'exploitation. On vise pour cette année 4 à 5 vols, pour monter après à une dizaine de vols, parce qu'on a des clients derrière, et notamment, on a un gros client, c'est la constellation Kuiper d'Amazon. Et vous pouvez nous en dire davantage sur cette commande d'Amazon? C'est plus d'une dizaine de vols pour placer sur orbite des satellites de communication qui vont faire clairement concurrence au Starlink de SpaceX. Et donc c'est quand même une marque de confiance puisque Amazon, qui est un opérateur américain, fait confiance à un lanceur européen pour être, on va dire, une des fusées qui va livrer sa constellation sur orbite. Donc c'est quand même une sacrée marque de confiance. SpaceX, ça reste aujourd'hui fondé donc, bien sûr par Elon Musk, qui participe aujourd'hui au gouvernement de Donald Trump. Ça reste l'un des rivaux ou est-ce qu'il a dépassé Ariane? Pour l'instant, en nombre de vols par an, c'est très difficile de le rejoindre, mais le but principal d'Ariane, c'est peut-être plus aujourd'hui tellement le lancement commercial, même si le succès d'Amazon est tout à fait remarquable sur ce point-là, mais c'est d'assurer l'indépendance de l'Europe. On l'a vu avec un monde qui géopolitiquement est plus instable, bien plus instable qu'avant, qu'à l'époque d'Ariane 5 ou d'Ariane 4 par exemple. Eh bien, l'Europe est certaine d'avoir son accès à l'espace sans dépendre des autres nations. Ces 4 années de retard, ça a profité à la concurrence, ça a posé problème dans les finances aussi d'Ariane ou pas?
C'est surtout assez classique, 4 ans de retard pour un nouveau lanceur. Si vous prenez tous les nouveaux lanceurs dans l'histoire, il y en a très peu qui ont démarré vraiment à la date. Donc il n'y a rien d'extraordinaire dans 4 ans de retard pour un nouveau lanceur, surtout dans ce mode de développement où on ne fait pas des vols d'essai en admettant casser le matériel. C'est un développement plus classique, on va dire, où quand le lanceur vole, c'est qu'il est prêt. Pour revenir sur Elon Musk, qui a réussi à vraiment imposer sa marque, SpaceX, dans le secteur aérospatial. Le fait qu'il soit donc présent dans le gouvernement de Trump, est-ce que ça peut poser des problèmes en termes d'imprévisibilité, par exemple, sur le spatial ? Alors, il y a quelque chose qui reste prévisible, c'est que les Américains, quand ils lancent quelque chose d'américain, généralement, ils utilisent un lanceur américain, à quelques exceptions près. Donc, les sondes de la NASA partent sur des lanceurs américains. Là, il n'y a pas de grande nouveauté. Quand il y a une exception, c'est qu'il y a on va dire, il y a une collaboration scientifique. On va prendre, par exemple, dernièrement, un des derniers vols d'Ariane 5, c'était le James Webb Space Telescope. Énorme télescope dans lequel les Américains avaient investi 10 milliards de dollars, il est parti sur Ariane 5. Mais ça, c'est l'exception plus que la règle. Donc ça ne va pas changer. L'imprévisibilité, c'est que quand vous avez une infrastructure spatiale, je pense au Starlink, en effet, SpaceX, donc Elon Musk, une infrastructure spatiale qui a une importance stratégique, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, eh bien les changements d'alliance peuvent être soudains. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Europe va avoir sa propre constellation de communication sur orbite, IRIS², et Ariane va probablement participer à ce déploiement. Mais l'espace aujourd'hui, c'est un lieu de confrontation militaire, d'affrontement même ou pas ? Ça l'a toujours été, de façon plus ou moins visible, mais ça l'a toujours été. Il y a même eu le développement d'armes anti-satellites qui n'ont jamais été utilisées contre des satellites d'autres pays. Tous les tests d'armes anti-satellites qui ont été faits, on va dire, c'est les États-Unis qui ont attaqué un de leurs propres satellites par test. La Chine l'a fait il y a quelques années. Donc pour l'instant, ça reste surtout avoir la meilleure infrastructure pour que cet avantage spatial dans des conflits puisse être opérationnel. Quand il y aura une guerre dans l'espace, il ne faut pas imaginer, comme on a vu dans des James Bond ou autres, c'est surtout mettre à mal les moyens d'infrastructure en brouillant, en piratant éventuellement, avant de faire ce qu'on voit comme la guerre. Ça, c'est plutôt de la science-fiction, mais c'est plutôt brouiller, prendre le contrôle d'un satellite d'un autre pays éventuellement. Mais c'est surtout comme ça que ça se passe. C'est une guerre, entre guillemets, de placement et d'avoir l'infrastructure plus efficace. Merci infiniment, Olivier Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse.